Bonjour Anthony. Bonjour Claudia. Bon, bah écoute, voilà, nous voilà ensemble pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et le thème, c'est donc un épisode du podcast qui s'appelle Les hommes que j'aime et les hommes que j'aime dans l'élan que j'ai eu, cette envie de création, c'est de donner la parole à des hommes qui ont croisé ma route, c'est ton cas, mais aussi des hommes qui donc m'ont touchée de par leur curiosité, leur envie de se rencontrer eux-mêmes, de faire ce chemin d'introspection, d'accueillir les parts peut-être plus sensibles, plus vulnérables, parce que peut-être dans mon vécu aussi, c'est pas quelque chose que j'ai toujours croisé avec certains hommes. J'ai conscience que c'est pas un chemin forcément évident, peut-être aussi au niveau de notre éducation. Voilà, je développe un petit peu. Et je crois que c'est ça aussi qui me plaît dans ce projet, c'est donner la parole à des hommes comme toi qui ont fait ce chemin de rencontre, de pouvoir nommer la vulnérabilité, la sensibilité, les doutes, les forces évidemment. Peut-être en arrière-plan pour autoriser certains hommes qui écouteraient à faire de même. Parce que voilà, je vais être curieuse que tu nous parles de ton parcours, mais c'est riche aussi de pouvoir accueillir ces parts-là. Et pour commencer, j'ai envie de simplement te demander qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, merci déjà de ton invitation. C'est un beau projet, je trouve, de pouvoir ouvrir à plein d'hommes comme ça. On en a besoin, nous en avons besoin, je pense, pour le collectif. Et puis, comme tu disais, pour que individuellement, on puisse s'autoriser des prises de conscience. Donc, je suis ravi d'être là. Et puis, comment me présenter? C'est une question qui peut être un peu piège, parce que j'ai envie de répondre tout de suite. Mon métier, ma fonction de papa, de conjoint, etc. Mais on voit bien que c'est souvent des masques. Je vais quand même jouer à ça pour commencer. L'idée, c'est que voilà, j'ai une profession dans la santé. Je suis ostéo à l'origine. J'ai fait des études où on s'est rejoint de psychopraticiens pendant 2 années. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup enrichi. Et puis, autour de l'ostéopathie, j'ai appris pas mal d'autres domaines. Et puis, ben voilà, je suis un homme qui a la chance d'avoir. J'ai eu un premier couple important dans ma vie où j'ai eu 2 enfants, 2 garçons, qui ont bientôt autour de 10 ans tous les deux. Et puis, suite à une séparation, je suis dans un nouveau couple actuellement où j'ai eu un autre garçon qui a 2 ans et demi. Donc, ça me permet en tant que comme d'explorer les facettes du papa, du père, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mhm. Euh, voilà. Et puis, après, je suis quelqu'un qui est passionné par pas mal de choses, en fait. J'aime bien tout ce qui est la science humaine, aller creuser comment les hommes et les femmes fonctionnent. J'ai vraiment besoin de mettre du sens sur ce que je vois, et puis arriver à petit lever le voile sur moi, sur comment je fonctionne, sur les illusions dans lesquelles je suis depuis tout petit. Et petit à petit, je enlève des bouts de voile, et puis parfois je m'en remets, et puis il y a des fois, je comprends à travers les autres, donc en permettant de mieux comprendre comment les autres fonctionnent, ça me, ça m'aide à grandir. Voilà. C'est aussi un piège parfois parce qu'on peut se réenfermer, comme je te disais, en étant beaucoup dans les recherches, les compréhensions. Ça Les peut couper un peu de concepts. l'instant, ça Ouais. peut couper de ce que je vis ici tout de suite. Mais voilà, je suis naturellement quelqu'un qui analyse, réfléchit, et petit à petit, j'apprends à plus vivre mes émotions. Et c'est un équilibre que je trouve au fur et à mesure de ma vie. C'est peut-être ça l'apprentissage aussi, et puis la part analytique et qui a besoin de comprendre, et elle est nécessaire aussi, enfin on le sait quoi. C'est un accueil justement de toutes ces énergies, je ne sais pas comment dire. Et c'est vrai que cette question, elle est un petit peu piège, ou je sais pas, non, bah tiens, peux-tu te présenter, qui es-tu? On l'a fait souvent dans des rencontres, dans des cercles. Comment je fais? Qu'est-ce que je dis? Qui je suis? Ouais, c'est intéressant aussi à développer ça. Comment on se présente? On est aussi des personnes qui habitons dans un pays avec une culture, avec des conditionnements. Bon, bah oui, parfois, souvent on commence par notre métier, mais ça éclaire un peu quand même. Ça donne envie justement de tirer le fil, d'aller voir plus loin. Parce que moi, ça m'amène la question, tu dis que tu es ostéopathe, ou c'est comme si tu avais un peu parlé au passé, mais c'est qu'est-ce qui t'a d'abord attiré par ce métier-là? Et j'en rajoute une autre, alors ça fait peut-être trop, parce que je vais peut-être en faire deux, c'est aussi pourquoi,
bah, cette curiosité spécifique du fonctionnement euh, homme-femme, ça vient pas de nulle part, quoi. Alors déjà, l'ostéo, moi, ce qui m'a en donné envie de faire de l'ostéopathie, c'est quand j'étais enfant et ado, j'ai eu la chance de voir mes parents m'emmènent donc une première fois ma mère, une seconde fois mon père, à des moments de ma vie où j'étais sous pression importante et j'avais des signes physiques qui me montraient que j'étais tendu. Et donc l'ostéo m'a soulagé à chaque fois. Et, D'accord. hum, et puis je me suis dit, j'étais fasciné par cette capacité avec juste le fait d'accompagner les mouvements des tissus du corps, d'arriver à déjà aider la personne à lever une empreinte, à l'exprimer en remettant du mouvement, et puis à lui l'aider à retrouver un alignement, comme s'il y avait des étapes qui s'étaient bloquées dans le corps et que ça venait impacter le comment on peut vivre avec les ici, maintenant et tout de suite. Et donc, cette capacité à revenir sur un événement passé qui avait été sidérant pour le remettre en mouvement. Et puis, j'avais trouvé ça magique, tu vois, de Ah pouvoir ouais. avoir quelqu'un qui met des mots sur comment je me sens, parce que j'étais quelqu'un plutôt d'introverti, donc je nommais peu ce que je ressentais. Et puis, c'est encore le cas, hein, comme je te disais juste avant, Ah oui, je c'est pense ça. que quand on entend quelqu'un parler, quand on fait des cercles, quand on fait des discussions à plusieurs, c'est souvent quand quelqu'un parle de manière authentique, qu'il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans les mots de l'autre en se disant, punaise, il y a des choses que je vis intérieurement, que l'autre vient de nommer. J'ai jamais eu le bon sens ou l'idée que je pouvais l'exprimer, cette chose-là. Et ça fait tellement de bien de pouvoir que ça passe par la parole, que c'est comme s'il y avait un circuit qui se réouvrait, un circuit vertueux, tu vois. Mm. Donc ça, c'est Théo qui m'a vraiment aidé. J'ai trouvé ça fascinant, les planches d'anatomie, tu vois. Et t'avais quel âge? Parce qu'effectivement, je t'écoute et ça fait déjà les liens avec ce que tu as dit au départ. Ouais. Euh, c'est pas toujours facile non plus de mettre des mots sur ses émotions, sur ses ressentis. Et j'entends aussi, c'est vrai que l'ostéopathie, il n'y a pas besoin de parler en fait. Donc je sais pas quel âge Mhm. t'avais, quelle conscience t'avais de ton vécu, mais finalement c'est là que tu expérimentes à travers toi l'expérience de j'arrive à passer mon message alors que j'y ai même moi-même pas forcément accès à ce praticien qui en plus vient l'apaiser quoi. Ouais. Alors j'avais à peu près 8 ans, 7-8 ans la première fois, la première phase de vie. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais vraiment pas bien. J'avais beaucoup de stress quand j'étais à l'école. Enfin, je montrais des signes de stress, tu vois, handicapants. Alors je pense on a tous parfois vu on voit des enfants parfois quand ils vont à l'école, on voit qu'il y a des petits signes sur peut-être ils sont gênés d'aller aux toilettes. Moi, j'avais été gêné par exemple d'aller aux toilettes devant les autres. Alors c'est toujours quelque chose qui peut me gêner, hein. Je connais pas mal d'hommes qui pensent qu'il y a un problème de sécurisation intérieure. On se protège, donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de quand j'avais cet âge-là, j'allais hyper vite dès que la cloche sonnait. Je me dépêchais de courir à la récréation pour être le premier aux toilettes pour pas qu'on m'embête, tu vois. Et si D'accord. les gens qui arrivent en même temps, ça me mettait tellement de pression. J'attendais la fin de la récréation et je rentrais en dernier, en espérant aller aux toilettes dans les derniers, puisqu'on n'avait que des toilettes pour les mecs à l'époque, qui étaient ouvertes sur toute la cour. C'était assez challengeant pour moi. Et en fait, ça, je l'ai associé à quand j'ai fait la séance d'ostéo. Après, il y a eu un apaisement, une détente qui m'a permis après de pouvoir être plus tranquille. Donc, c'est un des exemples que j'avais physiquement à cette époque-là. Et puis, donc, on a bossé à l'époque sur des chocs que j'avais eu physiques et puis émotionnels. Et puis, plus tard, c'était quand j'étais ado, jeune ado, 12-13 ans, et puis mes parents se sont séparés. Ça faisait beaucoup. Et en fait, c'est vrai que l'ostéo est venu poser des mots sur comment je fonctionnais, parce que je pense que mon père ne savait pas comment je fonctionnais vraiment. Donc, ça m'a fait du bien qu'il valorise mon mode de fonctionnement, qu'il explique quelles étaient les qualités que j'avais. Et puis, je me suis retrouvé dans ces mots. Et puis surtout, il a exprimé finalement ce que je cherchais à faire dans le non-verbal, dans la posture, quelles étaient tu vois, finalement, voilà, je suis plutôt un enfant qui n'exprimait pas. Alors, il y a sans doute des raisons à ça. On y reviendra peut-être dans l'histoire de la systémie de la famille, du transgénérationnel, comme on évoquait ça en off tout à l'heure. Et en tout cas, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est comme ça aujourd'hui que je travaille. J'ai vraiment cette tendance, depuis que j'ai commencé l'ostéo, à dire, OK, bon, c'est bien de travailler une mécanique, de réaligner les tissus, mais parfois, en fait, un corps, il se réaligne juste parce que on pose un mot pendant une séance Mhm.
Est-ce que juste on met une intention sur la manière dont on s'ouvre en tant que praticien à la personne en face? Il y a tellement plein de petits détails qui font que parfois quelqu'un va y avoir le tissu qui va se remettre en mouvement. Et c'est assez génial. Et Et, tu constates ça alors aujourd'hui, effectivement, parce qu'il y a l'ostéopathie et cette formation qu'on a fait ensemble en psychopraticien. Donc là, bah, ça amène la dimension de l'échange, la dimension thérapeutique. C'est-à-dire que tu perçois quand tu accompagnes quelqu'un en ostéopathie que si tu poses un mot, ouais, voilà, enfin je répète ce que tu viens de dire, hein, j'ai l'impression, mais tu sens comment ça accompagne le soin, c'est beau. ouais, ouais, c'est ça. Il y a différents niveaux. L'idée, c'est comme si je travaillais un peu comme si je voulais accorder des zones du corps. Je sens intuitivement qu'il y a des zones qui dissonnent dans le corps. Parfois, c'est pas que le corps physique, puisque moi, je parle du principe d'un corps physique et puis plein d'autres corps plus subtils. C'est une manière de percevoir. C'est une cartographie, hein, on peut en choisir d'autres. En tout cas, je mets un corps émotionnel, un corps mental, des corps énergétiques, comme un corps spirituel, par exemple. Donc tu Et travailles sur tous ces corps-là. Enfin, je sais pas ouais, si c'est le mot travailler, mais tu, ouais, tu... en tout cas, je les intègre, je les inclus dans ma compréhension, parce que même si c'est une unité, tout ça, c'est juste un jeu d'esprit de séparer en morceaux. Et on le voit avec la formation qu'on a fait, qui est une vision, on a fait une formation en thérapie intégrale et intégrative. Donc, on s'amuse aussi à voir le tout par plein de lentilles différentes. Et même si on sépare, mine de rien, ça nous aide à mieux englober. Et donc, les différents corps, moi, m'aident à aller chercher, bah, tiens, est-ce que la personne, elle a plus été touchée dans cette partie-là de son être, ou est-ce que c'est plutôt émotionnel, mental? Qu'est-ce qui a pris le dessus à ce moment-là? Et qu'est-ce qui vient accrocher dans le relationnel à l'intérieur de lui? Et quand je sens que voilà, c'est à cet endroit-là, je peux aller poser des questions, mettre des mots si je sens qu'il y a besoin. Et donc, du coup, c'est drôle parce que parfois, en posant un mot, la personne intellectuellement n'entend pas, ou émotionnellement, il y a une sorte de... Non, il ne s'est rien passé, mais dans les mains, clac, clac, clac. C'est comme si on avait ouvert une serrure et que ça avait fait clic, clac, clic, clac, ouf. Il y a quelque chose qui s'est libéré. Et donc, il y a des fois, c'est l'inconscient qui dit, OK, le message est bien reçu. Et là, il y a quelque chose qui est passé, il y a un jeton qui est tombé. Et puis, l'étape suivante, peut-être quelques semaines plus tard, il y aura un rêve, quelque chose qui fera amener à la conscience l'événement. Il y a différentes strates, quoi. Il y a des fois, c'est vraiment la personne, elle entend quelque chose, elle a compris, et ça peut aller encore plus vite. Euh, donc tout ça, ça parle de comment la personne, elle est capable aussi de s'autonomiser, et c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans ma pratique. C'est pas quelque chose qu'on m'a montré quand j'étais, moi, patient en tant qu'ostéo. Par contre, je mets vraiment un point d'honneur à aider chaque personne qui vient me voir à petit devenir plus autonome, ne pas tomber dans une dépendance entretenue par le praticien. C'est normal parfois d'avoir besoin voilà, de répétition, de prendre le temps avec le praticien, de se sentir en sécurité, qui a besoin de se détacher petit à petit de la relation dans le lien thérapeute et consultant. En tout cas, à l'intérieur de moi, j'ai le souhait de petit à petit, comme on élève un enfant, d'élever le patient à plus de connaissance de sa santé, pour petit à petit être plus autonome et que le praticien devienne plus puisse amener tout son potentiel à la séance aussi. Hmm. On va Ouais, donner tu un viens exemple. rajouter comme, comment dire, ouais, c'est un enseignement, une initiation. Puis j'imagine que ta pratique, forcément, elle évolue avec toi, avec tout ce que tu fais en parallèle, avec tes compréhensions personnelles, avec tes... T'es aussi un chercheur, hein. Ah, et tout le temps permanent, là, ma pratique, elle évolue tout le temps. C'est comme je te disais, je suis intéressé beaucoup par comment fonctionne l'humain. Donc moi-même, je vois bien que l'humain il traverse des phases, il y a plein de mouvements collectifs et puis individuels de chacun. Et à l'intérieur de nous, on passe par plein de phases. Toi, tu es plutôt branché aussi par l'astrologie, donc je sais que cette sensibilité de voilà, tous les mouvements externes des planètes peuvent intervenir sur comment on est à l'intérieur de nous. Et moi-même, je me rends compte comme selon l'état dans lequel je suis, c'est un peu délicat de déterminer qu'est-ce qui vient. Est-ce que les patients qui viennent me voir sont en quelque sorte, comme par hasard, envoyés avec des problématiques qui font écho à ma problématique personnelle, ou bien est-ce que c'est mon système nerveux qui met un filtre et qui fait que du coup, je vais avoir tendance à venir aborder Ouais. les nœuds des personnes qui me consultent
à travers mon filtre à moi. En tout Euh, cas, ça résonne ce que tu dis. Moi, c'est pareil, hein, quand j'accompagne plus en thérapie, en échange, souvent je me dis, ah, en quoi ça parle de moi cette fois-ci? Parce que c'est systématique, hein, à un moment, il y a ouais. cette rencontre assez étonnante. Ouais, c'est tout un travail d'arriver à ne pas oublier que voilà, on fait peut-être une projection, on est peut-être en train de finalement s'occuper de soi. Alors, on peut s'occuper de soi en s'occupant de la personne, hein, ça arrive aussi. En même temps, on le fait tous en tant que praticien, quand on est capable de. Je veux dire, la rencontre en elle-même, même si on est au service de la personne qui vient nous voir en tant que consultant, moi, je pars du principe que c'est un échange entre humains avant tout et que c'est les patients qui sont les consultants, les patients qui sont nos maîtres, quoi. À chaque fois, on apprend des Mm. personnes qui viennent nous voir, hein. Et il y avait cette autre question de ta curiosité ou de ton observation de toi en tant qu'homme, en tant que père aussi. Je reviens à ça. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'il y a à ce point cette curiosité de ce fonctionnement-là, homme, femme, par rapport à ton histoire? Euh, pour moi, ça vient là où j'en suis dans ma compréhension, ça vient d'une blessure ou d'une inquiétude à l'intérieur de moi. Euh, Ça fait quelques années que je l'ai associé au fait que j'ai une part de moi qui a envie que les autres évoluent et continuent à progresser eux aussi. Donc déjà, il y a moi, j'ai le souhait d'évoluer, d'avancer, de prendre conscience de certaines choses pour pas stagner, puisque je pense aussi que la vie est faite de mouvements permanents, faite pour évoluer et s'adapter, avoir de la ressource d'adaptation. Et la partie où je suis curieux que les autres aussi, finalement, ce soit harmonieux, que ça se passe bien. Je pense que ça vient de mon enfance, où j'ai naturellement une part de moi qui cherche à apaiser les conflits, à ce que ça se passe bien autour de moi. Quand tu dis Et les autres, c'est vraiment global ou c'est plus le cercle bah, c'est plutôt le proche? premier cercle proche, mais d'une manière vaste, pour tous les humains. Il y a une part de moi qui a le souhait qu'il n'y ait pas de vagues trop importantes, tu vois, que les gens s'entendent. Alors c'était un peu très avant qu'on commence ensemble la formation psychopraticien, je pense que c'est quelque chose qui était assez rigide, et puis depuis, ça s'est assoupli. C'est plutôt un souhait pour moi que ça aille vers plus d'apaisement et de compréhension dans l'humanité. Et je comprends beaucoup plus maintenant les nécessités des conflits et des tensions internes. Euh, et il y a une chose en moi qui me pousse, je crois, à aider l'autre, à vouloir soutenir l'autre dans sa transformation. C'est c'est que si finalement les autres, le collectif, n'évolue pas assez, il y a une part de moi qui a peur de ne pas survivre, en fait. Comme si j'avais un décalage intérieur par rapport au collectif, Hmm. que je voyais le monde un peu différemment du collectif, que le collectif peut être parfois, de ma vision, un peu on en parlait quand on parlait de nos enfants en off. J'ai comme si j'avais un côté. Je voyais que la société, elle était un peu abstraite, qu'elle était pas assez évoluée d'une certaine manière, qu'elle pouvait faire tellement mieux, qu'il y avait des choses qui étaient. Pourquoi on en est encore là dans Hmm. certains aspects de la société, et que ces aspects-là pourraient être menaçants pour ma survie, tu Ouais, vois, c'est parce que. fort, hein, parce que là, on vient toucher quelque chose d'enjeu vie-mort. Ouais. Donc voilà, j'en suis là. Donc j'avais conscience en tout cas que quand je fais mon métier d'ostéo ou de psychopraticien, il y a vraiment derrière ça une sorte de blessure ou d'inquiétude et que je crois avoir petit à petit sublimé pour en faire quelque chose de vertueux, voilà, sans que ce soit trop étouffant, quoi. Mais oui, mais c'est aussi ce qu'on a vu ensemble dans nos formations ou dans d'autres espaces, hein, que ces zones de peur, ces zones de souffrance, on sait aujourd'hui les accueillir et bah, c'est un moteur. C'est un moteur pour créer, accompagner l'autre. C'est vrai, ça part aussi de nos blessures. Mm. Et j'ai souvenir à une époque aussi que tu avais proposé des cercles ou plus que ça, un accompagnement vraiment dédié aux hommes. Euh, Là, pour le coup, c'est plus spécifique. C'est pas peut-être pas présent aujourd'hui dans ton actualité, mais c'est quoi là aussi qui avait vraiment motivé ce fait de réunir des hommes ensemble?
Ce qui m'a motivé, c'est le fait d'avoir, pendant les 2 années qu'on a passées en formation ensemble, on était dans un collectif qui a beaucoup travaillé sur ces pardons. Donc, on a eu de nombreux moments où les gens, les différentes personnes du groupe sont allées vraiment se mettre à nu. Euh, et, et du coup, ça nous a permis d'avoir des rencontres très profondes. Et, et ça m'a fait tellement de bien de voir que, au-delà de certaines apparences, il y a une richesse impressionnante qui se cache derrière chaque ce qui pourrait sembler être une blessure ou une fermeture ou au premier abord quelque chose comme une résistance. Et en fait, c'est souvent des protections qu'on a. Les individus ont des systèmes de protection qui fait qu'on n'a pas trop envie d'être approché. Et moi, le premier. Et finalement, quand on arrive à baisser un peu l'armure, le bouclier, et petit à petit, il y a des choses tellement belles qui apparaissent que je me suis dit que tous ces hommes que tu invites pour certains sur cette chaîne, quand tu, quand tu les rencontres de manière authentique, ils m'aident, moi, à travers leur regard, à voir comment j'ai moi-même fait du chemin. Et j'ai pu voir le chemin qu'ils ont fait. Et comme c'est quelque chose de magnifique et de beau de voir un homme qui s'autorise la vulnérabilité, qui s'autorise la fêlure, et comme il peut devenir beaucoup plus grand quand il arrive à nommer euh, ce qu'il a traversé, ce qu'il traverse, ce qu'il en retire en fait comme enseignement, et comment ça l'aide après à passer à l'action d'une autre manière dans son quotidien. Et je me suis dit, nous avons besoin de ça, nous les hommes. Pour moi, il y a encore il n'y a pas assez de propositions encore sur la France. Alors, je sais que les hommes, on n'est pas tous les premiers à se jeter sur ce genre d'approche parce que c'est exigeant, c'est pas dans nos habitudes, c'est pas dans nos coutumes encore en France. Et je pense que c'est en train d'évoluer. Donc j'avais proposé ça avec d'autres hommes et voilà, c'était vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup d'envie. Là aujourd'hui, ça va prendre une autre forme parce que dans mon actualité, euh, j'ai à cœur de m'occuper pas spécifiquement plus autour de la paternité, de la Hmm. parentalité. Aller voir ceux qui veulent devenir papa, Ah, ok. mais qui ont encore peur de l'être, ou ceux qui vont devenir papa parce que ça y est, c'est engagé, il y a une grossesse qui est en cours, ou alors je suis devenu papa, et puis un peu, voilà, je me pose des questions, j'ai envie d'en parler. Tout ce chemin même d'accompagnement en tant que papa, puis de Ah, père, c'est quelque chose de très intense. Donc j'ai envie de proposer ça sous un format. Je vais proposer à la rentrée différents formats qui seront plus légers, puisque ce qu'on proposait les autres années avec mes collègues, c'était vraiment des stages de plusieurs jours, 5 jours, une petite semaine. ouais, Donc là, je vais être sur quelque c'est chose de engageant. plus, voilà, ça va être plutôt, je vais faire des marches d'escalier, et puis de manière aussi plus accessible en termes de, je veux ça, j'aimerais bien avoir. Hop, on a eu un petit bug, mais c'est pas grave, ça reprend. Ouais, tu nous parlais de ton projet actuel qui serait plus orienté toujours vers le masculin, mais là en tant que père, père qui souhaite le devenir, père qui va bientôt être père, peut-être père qui est déjà père, enfin voilà, c'est ça ce projet du moment. Ouais, exactement. Avec une formule plus abordable déjà en termes de temps investi, pour que tout le monde puisse goûter un peu Je souris parce que à- quand on est papa, forcément ça prend aussi du temps. Oui, exactement. Ouais, c'est hyper Effectivement, important. puis toi tu sais de quoi tu parles pour le coup, hein. C'est du vécu, et puis C'est ça, moi j'en ai trois, donc je vois bien le temps que ça prend. ouais, puis avec ces Euh, décalages d'âge, avec ces deux périodes-là. Enfin, oui, je me et puis permets j'ai de dire envie ça parce que oui, si tu as précisé l'âge de tes enfants, hein, il y en a qui sont autour ouais, de 10 ans et il y en a un plus jeune là. c'est ça, et puis j'ai envie moi-même de passer du temps avec eux, donc je suis investi. Je trouve que je suis plutôt un papa ou un père investi. Et donc voilà, je proposerai des formules pour que créer un tissu social, tu vois, au niveau de Nantes, parce qu'on est à Nantes, moi je suis à Nantes plutôt, toi tu es au Sable d'Olonne, donc tu es dans la Vendée, c'est pas très loin, et j'aimerais bien trouver des formules pour que les tissus sociaux puissent se nourrir, que les papas, tous Hmm. les bien la paternité se nourrissent localement,
Et donc proposer des solutions qui soient vraiment pour tous et qui mettent en lien. T'as Donc, manqué ça, toi, ça t'a manqué? je n'ai pas eu ces propositions-là, en tout cas, quand j'ai fait les accompagnements des mamans de mes enfants. J'ai, j'ai participé, tu sais, aux accompagnements avec la sage-femme, etc. Mais je dirais que oui, après avoir expérimenté des cercles d'hommes, etc., je pense que c'est un beau cadeau à s'offrir. Ben oui, parce que c'est Euh, vrai qu'on a ces espaces-là en tant que femme, c'est tellement centré pour le coup, bah, la maternité, on porte l'enfant dans notre corps et on a ces opportunités-là d'accompagnement, d'échange. Je pense que c'est quand même plus présent aujourd'hui côté papa. Mais ouais, est-ce que effectivement, est-ce que ça existe? Ce que tu proposes, bah, pas tant que ça. Donc, et oui, puis j'ai après, entendu pas. le père, le papa, il a aussi son rôle dans l'éducation. Et c'est quoi être un homme? C'est quoi être un homme aujourd'hui? En plus, toi aussi, tu as ce décalage peut-être un peu générationnel d'être, je sais pas, on n'ose pas dire si c'est le mot en avance, ça fait un peu étrange, mais en décalage avec le système. Donc comment on élève nos enfants dans ce système tel qu'il est? Tous ces questionnements-là. Il y a de l'émotionnel et il y a aussi du mental. Oui, et je crois que il y a plein de sujets en même temps qui me viennent sur cette thématique du papa ou du père. C'est aussi le système, quoi. Je pense au système. Je trouve qu'en France, en tout cas, c'est facile pour un parent de laisser son enfant être éduqué. L'État voudrait éduquer nos enfants, parce que de plus en plus, hein, il y a cette volonté de vouloir rentrer même dans les foyers. Donc, c'est même un sujet politique de voir, bah, tiens, quel genre de papa ou de père je veux être, jusqu'à comment je veux éduquer mes enfants, les protéger, leur montrer un chemin qui les aide à bien se développer. Ouais, mais Et ce que je pense, c'est est-ce que c'est trop rebelle de dire ça? Moi, je pense que c'est quand même assez établi que ben, la scolarité proposée euh, à tout le monde, ben, ça met des conditionnements, ça uniformise. C'est là, il y a du positif, mais il y a aussi du moins positif dont on est conscient, particulièrement, et de pouvoir soutenir les spécificités de l'enfant, ouais, ça compte. complètement. Donc, et puis d'écouter, comme tu disais, il y a bah, être papa, être père, ça veut dire rencontrer des émotions peut-être qu'on avait mis de côté depuis longtemps, parce que quand on a un enfant qui arrive je sais pas, à un certain âge, là j'en ai un, mon petit dernier c'est 2 ans et demi, comme je le disais, bah, du coup ça me refait visiter aussi encore, bah, tiens, comment moi j'étais dans certaines de mes facettes à cet âge-là, comment est-ce que j'ai été accueilli par mes proches, c'est-à-dire mes parents, les éducateurs, et puis, euh, et puis j'en ai un plus grand qui a fait le collège cette année, bah, ça me renvoie aussi à toute cette époque-là, comment ça s'est passé mon début d'adolescence, le changement, tu vois, la puberté qui arrive, euh, Ouais. les, euh, les rencontres un autre milieu social, le collège, et, et du coup, de quoi est-ce que peut-être j'ai eu l'impression de manquer, qu'est-ce qui m'a bien nourri moi quand j'étais enfant à cet âge-là, et c'est vrai que quand on est parent, je pense que automatiquement on vient se poser ces questions-là et que Moi, ça peut-être m'a même si on se tellement aidé. bat, il y a cette anguille sous roche si jamais si jamais ça n'intervient pas, c'est justement peut-être un vrai attention à est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose à aller voir en particulier, un petit bilan à faire avec Ouais. soi-même, c'est-à-dire est-ce que je démissionne pas quelque part sur quelque chose par facilité, parce que c'est sensible pour moi ce sujet-là et je préfère ne pas y penser. Ce que ça me renvoie en t'écoutant, après, bah oui, je vois que je renvoie à moi aussi en tant que maman, pour le coup, parce que c'est presque un peu, peut-être une même logique dans l'idée, mais d'avoir fait ce chemin personnel ensemble et à côté aussi, de mieux nous rencontrer, bah, je sais aujourd'hui qu'effectivement, ce qui vient me m'activer fort chez mon enfant me parle, en gros résumé, de moi à son âge. Et je trouve aujourd'hui, heureusement, effectivement, cette chance de pouvoir le prendre du recul, ça m'empêche pas d'être réactive, hein, mais effectivement de pouvoir toi aussi dire à cet homme, mais non, mais en fait, enfin, pardon, nos enfants, des fois, enfin, bien sûr, on les aime énormément, mais des fois, c'est difficile de les supporter. Et je trouve que ça calme justement cette tempête, de dire, waouh, mais c'est moi en fait qui était là, enfant. Et oui, bref, ce qui me vient là en t'écoutant, c'est pas un accompagnement sur comment éduquer un enfant. Enfin, tu me diras hein, si c'est juste ce que je dis, mais c'est plus un accompagnement sur comment je prends soin de mon enfant intérieur, euh,
à travers, en étant en présence avec mon propre enfant, voilà. C'est Oui, en fait, c'est même un double mouvement. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est comment je peux, moi, m'occuper de réapprendre à prendre soin apprendre à prendre soin de ce petit moi, les différentes strates de moi au fur et à mesure de mon évolution quand j'étais enfant, qui se remanifestent à travers mes enfants. Et Dieu sait on a forcément plein de moments de notre enfance où on est resté figé et que le corps, il va nous proposer, le corps ou les situations vont nous proposer de plein, petit à petit, de remettre du mouvement dans ça. Mais il y a aussi comment je peux être aussi le père un peu de mes rêves, c'est-à-dire comment je peux apprendre à m'améliorer en tant que papa. Alors, je sais pas, le terme améliorer, c'est pas forcément le plus juste, mais comment je peux apprendre à trouver et à incarner finalement ce qui me plaît, ce qui m'attire, ce qui me touche, moi, en tant que papa, parce que on a des moments où on peut enfin, je parle de mon expérience personnelle, je suis assez exigeant, donc je peux sentir parfois de la culpabilité quand je prends des décisions, et la manière dont je parle à mes enfants, la manière dont je les éduque, je me mets beaucoup de pression. Donc c'est aussi tout un sujet pour moi. Je dis pas du tout que j'ai fait le chemin et qu'il n'y a plus rien à faire chez moi. Et j'ai pas la prétention d'être un maître en la matière. Par contre, comme c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, bah, je vois l'importance d'aider les autres hommes aussi sur le chemin à s'alléger. Et ouais, l'idée, c'est petit à petit pouvoir faire la paix avec soi-même dans cet archétype du papa, cet archétype du père. Et, je pense que c'est un énorme cadeau à faire à soi, à faire à notre petit enfant intérieur, à nos enfants, à notre femme aussi, ou à nos conjoints, conjointes, et puis aussi à la société, puisque derrière, ça veut dire être un relais fiable, quelqu'un un- quelqu'un sur qui on peut compter, qui, c'est pas un exemple, mais c'est plus comme un instrument bien accordé, tu vois, pouvoir orchestrer la société de manière mélodieuse, harmonieuse, symphonique, et que voilà, quand on sent que quelqu'un est à sa place, qu'il est authentique, qu'il est dans sa fluidité, et c'est tellement agréable c'est quoi, à beau voir. parce que Et tu as employé ce mot-là tout à l'heure avec l'ostéopathie, c'est d'accorder un instrument. Donc en fait, c'est comme un autre instrument là que tu accordes. Il y a un côté luthier ou musicien à l'intérieur de toi là, une espèce de d'harmonisation oui, d'un système là. Mm. oui, ça me parle bien, tout à fait. Et puis, pareil, hein, je vais ressortir des clichés, mais je crois que c'est aussi quand même un peu, bon, c'est ce qu'on a retrouvé aussi dans notre formation. Bah voilà, il y a des cycles, des générations dans notre pays, comment dire, des systèmes de valeurs. Et c'est aussi vrai que bah, peut-être nous, on fait partie de la génération où les pères étaient assez absents. L'idée, c'est pas de les accabler, c'est aussi de voir que c'était un fonctionnement comme ça, parce que très pris par le travail ou autre, et où leurs pères eux-mêmes étaient très absents. Et c'est vrai que c'est un peu là, hein, je suis dans le cliché, mais j'y vais quand même, où bah, les pères, les papas, on distingue nous papa et père, hein, parce que papa c'est on va dire jusqu'à 7 ans et après père, mais voilà, il y a les deux. Et bah, comment tu fais pour apprendre ça quand t'as pas de modèle, hein? C'est ce que j'entendais aussi quand tu disais bah tiens je voudrais être le père de mes rêves. Bah, c'est un peu concept parce que ça n'a pas toujours été facile de modéliser. Oui, tout à fait. Moi, j'ai plutôt tendance à, personnellement, je donne un exemple, à avoir, forcément, j'ai un père que j'ai idolâtré, que je vois comme, c'est quand même quand on a un papa, quand on a un petit enfant, là, il a la voix qui gronde, quoi, comme le tonnerre. Il a un corps de grand, des muscles, un gros sexe. Tout est imposant. Il peut nous porter comme ça. Il y a quelque chose de tout puissant. Et puis un peu on pourrait presque dire pas le droit de vie et de mort, mais c'est le droit de, voilà, et ça devait être encore plus présent, vous imaginez, il y a 3, 4 générations Mm. qu'on pense au récit avec euh, le père de famille avec son couteau qui ferme le couteau quand tout le monde a terminé de manger. Enfin, c'est lui qui décide quand tout le monde a terminé de manger et quand on commence à manger. Ouais. Qui a ce côté, comment on peut, quand on commence à parler du rapport au père, comment on peut se retrouver avec cette image de divinité toute puissante qui est quand même là. C'est-à-dire que nous, quand on a appris la spirale dynamique d'évolution de la conscience humaine à travers notre formation, on a compris que, bah, en fait, on a différentes parts à l'intérieur de nous,
s'est construit en tant que bébé, enfant, après adolescent, après on mûrit au fur et à mesure. Et à chaque fois, en fait, on a des valeurs qui changent complètement et des mondes qui changent complètement, des mondes intérieurs qui changent complètement. Mais on est toujours avec le cumul, comme des poupées russes, de tous ces mondes intérieurs. Et on a forcément un monde intérieur en nous qui dit que waouh, l'image l'archétype, l'image du papa ou du père, c'est comment est-ce que je peux faire face à ça? Bah, ça dépend un peu du rapport qu'on a eu au père. Moi, j'ai plutôt gardé l'image, l'empreinte que c'est un peu Big Brother, le côté peut être partout surveillé, on voit, il faut absolument faire impeccable. D'accord. Et en même temps, c'est comme si j'avais voulu faire encore mieux et que je m'étais mis une grosse pression de il faut être un père impeccable, enfin, pas un père, un enfant très droit, très impeccable. Et donc, il y a une part de moi qui a fonctionné comme ça. Il y a aussi une part de moi qui était rebelle, hein, qui pensait faire, qui disait à l'opposé. Et ça fait qu'aujourd'hui, comment je fais pour, quand je suis avec mes enfants, pour me dire, bah tiens, je veux être un père humain et pas divin. Ça veut dire déconstruire des croyances, déconstruire aussi des paquets d'émotions qui m'ont sans doute un peu figé, surpris, sidéré quand j'étais plus petit. Parce que je vois mon petit 2 ans et demi, quand je lui parle gentiment, avec douceur, une dizaine de fois pour lui dire ne fais pas ça, ne touche pas au mitigeur de la baignoire, parce que ça pourrait vraiment te brûler. Et c'est déjà arrivé dans la famille qu'il y ait des personnes qui se fassent opérer pour ça. Donc il y a quelque chose, c'est important quand même, c'est un danger qui peut arriver, quoi. L'eau chaude peut couler, l'enfant, il peut ne pas avoir le réflexe de couper le mitigeur à 2 ans et demi. Je dis là, c'est non, ça c'est vraiment l'interdit, c'est stop. Et au bout d'un moment, au bout de la 10e fois qu'on le fait, bah, je fais ma voix de papa et il est effrayé, il est tétanisé comme ça, même si je le prends dans les bras, que je l'adoucis, que je l'enveloppe et que je lui parle doucement, je vois bien que pendant 5 minutes, tous les sens sont en alerte, quoi. Donc on imagine comme enfant, dès que quelqu'un a crié avec une grosse voix, ça a pu nous Mm. saisir tous nos sens, en fait, nous alerter et nous créer un stress important au niveau du cerveau. Donc parfois, c'est tout de suite décoincé comme les animaux, puis parfois, il y a des choses qui restent imprimées, et c'est là où je pense que notre travail en tant qu'accompagnant est magnifique, parce qu'on peut nous travailler sur le psychocorporel, c'est-à-dire pas juste raconte-moi comment c'était, mais d'aller aider le corps à revivre ou exprimer ce qui est resté figé. Et Moi, je le ouais, fais à c'est la travers bonne des nouvelle parce vidéos. qu'on peut revenir à toutes ces étapes de tous ces stades de vie, quoi, en fait, finalement. Oui, et on passe par le corps aussi, on passe par les cellules, le tissu, parce que nous, on a fait des formations, on a appris à faire respirer, on a appris à faire des revécus de naissance, on partage ça avec toi. Mhm. Euh, ça m'arrive d'accompagner aussi. Et puis, il y a autre chose que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps, par rapport à ça, qui je trouve est un très bel outil, c'est la sculpture sur pierre dure, qui Ouais. s'appelle la sculpture au miroir. Et la fondatrice de ça, elle l'a écrit dans son bouquin, elle dit j'ai donné matière à mon silence. C'est-à-dire que Mhm. il y a des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'aller exprimer au thérapeute, qu'on n'a pas envie de dire à ses copains et à ses copines parce que c'est tellement pesant, tellement lourd, et puis on n'a pas envie d'aller chercher les mots et d'aller sculpter dans une pierre. Ça permet de mettre en forme les empreintes qu'on a à l'intérieur, de les exprimer d'une certaine manière. On dégrossit ce qui nous carapaçait, ce qui nous empêchait de connecter C'est certaines ça, tu choses. pars de la pierre brute, hein, dans le principe. Oui, Là, tu proposes ça, donc en ce moment, effectivement, d'accompagner aussi exactement. avec cette dimension thérapeutique. C'est pas que de l'esthétique, mais tu pars d'une pierre brute et c'est vrai que ça parle énormément de cette dimension. On le voit en astrologie aussi, hein, justement du père, des limites. Jusqu'où je vais trop fort, pas assez, il se passe rien. Trop fort, et si ça casse. Ouais. Mm, mm. Oui, il n'y a pas vraiment de retour en arrière avec la sculpture sur pierre, contrairement au modelage. Et donc, en plus, c'est pas juste, comme on disait, vas-y, tu sculptes, tu as un projet, tu le fais. Non, on va apprendre de la technique, donc c'est beaucoup le geste. Donc, ça aide de passer du mental au corps. Alors déjà, ça fait beaucoup de bien, parce que je le vois bien moi, dans mes cabinets, quand les gens sont très mentales, s'il y a quelque chose qui est un petit peu, on va se couper un peu du corps et du cœur, et on est tout de suite dans il faut que je sois un peu impeccable. Pour moi, c'est l'image, hein, c'est une image très masculine, je dirais, l'hypermentalisation. Et donc, au fur et à mesure où on sculpte très rapidement,
on revient dans ses appuis, on revient dans l'instant et on revient à, bah, en fait, qu'est-ce que je fais maintenant tout de suite et pas dans 15 coups, 30 coups, parce que le côté, moi, la sculpture miroir m'a beaucoup été là-dessus, c'est le côté hyper perfectionniste. Tu sais, j'ai un côté et qui était très marqué avant, genre je ne faisais rien tant que je ne savais pas maîtriser quelque chose. Je me montrais pas au public, même si genre il y avait un événement initiation ou découverte, presque j'allais m'entraîner de mon côté Ouais, pour ouais, ouais, que ouais. événement découverte, je ne sois pas nul, tu vois. Donc c'est Mm. oser aussi se mettre à nu petit à petit, faire quelque chose qui soit imparfait symboliquement. Ça s'est un peu ressenti, tu sais, je dis, je parle de moi parce que je pense que les hommes peuvent s'y retrouver aussi. Quand tu m'as contacté il y a je t'ai échangé avec toi il y a 15 jours, 3 semaines sur bah, est-ce qu'on ferait pas une vidéo sur toi, Anthony, à l'intérieur de moi, j'étais là, bah, franchement, je me dis en ce moment, j'ai rien à dire, il se passe pas grand-chose, mon actualité. Puis j'ai traversé quelques années là, ces 3 années où je suis descendu dans des profondeurs où j'ai pas l'impression d'avoir terminé en gros le boulot et que je suis encore dans une intensité émotionnelle. Je me dis bah c'est pas très légitime quoi d'aller parler de moi alors que je suis pas impeccable quoi. Et je suis pas un modèle ou un exemple dans certains cadres. On pourrait voir ça comme je ne suis pas parfait. Et donc je vois bien quand je t'en parle là maintenant que c'est quelque chose comme ça qui s'est passé. Quand je t'ai envoyé le message, en premier lieu, il y a ma part qui disait non mais en fait il faut que je sois impeccable, surtout si je passe à la télé ou à l'écran. Donc si je parle que de ce que je ne sais pas faire, les gens est-ce qu'ils vont m'écouter, quoi. Et finalement, bon, voilà, c'est aussi tout le process, par exemple, de la pierre, ça m'a aidé à me rendre compte que, oh, en fait, je peux être moi, j'ai des défauts, je suis pas impeccable. Et Euh, puis à te voir, voilà. à t'observer dans ce fonctionnement que tu connais par cœur aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est encore là, ça s'active. Tiens, bah, je te fais une proposition, peut-être quelqu'un d'autre ou quoi. Hop là, en automatique, tu le vois en fait. C'est ce fameux, on appelle le sourire intérieur, un petit peu. Ah bah tiens, ça recommence. Et plus tu le vois, bah, moins ça te possède. Et en plus, bah, c'est vrai que ça te rend pour le coup très très légitime à accompagner d'autres personnes qui se reconnaîtront dans ce syndrome de perfectionnement. Ouais. Puis je t'ai coupé tout à l'heure un petit peu. Tu disais aussi que la fondatrice, là, par rapport à cette approche de la sculpture miroir, elle disait que c'est un moyen d'exprimer sans les mots. Oui, elle disait, j'ai donné matière à mon silence. Elle a eu un vécu intense en tant que mère et elle s'est mise dans la sculpture toute seule. Et petit à petit, bah, les gens sont venus la voir, donc elle a développé cet outil. C'était avant tout pour elle. Et voilà, ça a été, c'est un peu comme une archéologie d'aller sculpter une pierre. Donc ça s'appelle la sculpture miroir. On prend une pierre qui est assez dense. C'est une pierre calcaire. Ça vient de Caen, donc c'est des belles pierres. Et il va falloir quand même taper dedans. On peut y aller, hein. C'est pas comme il y a beaucoup d'initiations à la sculpture qui sont sur de la pierre douce et tendre comme du tuffeau. Là, il faut vraiment taper pour petit à petit enlever des couches en douceur. Donc ça demande un réel investissement de temps et de personnes. Et en fait, elle explique que elle, au fur et à mesure où elle enlève des couches et où elle laisse apparaître des formes, en fait, la pierre, elle fait écho à une part de nous. C'est une forme de maïeutique. C'est comme un accouchement de soi à travers la pierre. Hmm. Alors, Waouh. ça peut être quelque chose de très profond et en même temps, c'est aussi quelque chose de très simple. C'est-à-dire, je vais juste m'équiper et puis taper et puis faire ce que je sens juste, quoi. Et réapprendre à faire ça, à être, bah voilà, je suis là aujourd'hui, je viens de me lever, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais ça, point. Et on arrête non mais si je fais ci, et si je fais ça, parce qu'on le fait, moi je le faisais beaucoup, et grâce à la sculpture, on revient plus dans l'instant, on revient plus dans l'authenticité. Euh, Quelque part, on apprend à la passer. pierre, elle recadre quelque part. Je sais pas, il y a un truc comme ça où la pierre euh, te laisse pas le Rassemble. choix d'aller rencontrer ces espaces-là de non-maîtrise. Je sais pas comment. Euh, ouais, et en même temps, je comprends ce que tu veux dire. Et tout en même temps, on va aussi s'autoriser à aller voir en pur débutant. Tu vois, c'est comme si on était un débutant, qu'on savait jamais ce qu'elle allait apparaître. La pierre, elle a un vécu, tu vois, pas des pierres qui sortent de carrière. Déjà, une pierre qui est dans une carrière, t'imagines, elle a vécu longtemps. Je sais même pas depuis combien de temps il faut pour que le calcaire il se forme et qu'il soit compacté comme ça. Et après, la pierre, elle a été découpée, elle a été mise dans une maison, dans un lieu où il y avait des intempéries, des saisons. Il y a peut-être eu une âtre à côté qui chauffait la pierre un petit peu, mais pas trop.
Et puis des moments où la maison était abandonnée, donc elle était dans le froid pendant des saisons, et puis des poids, tu vois, les étages. Bon, il y a tout Ouais, ce parce que vécu toi, tu es vraiment. allé collecter toutes ces pierres-là. On mettra les liens aussi en dessous de la vidéo, on en profitera parce que tu proposes donc des ateliers aujourd'hui. Et ouais, c'est quand même, il y a aussi l'histoire avant de récupérer la pierre, quoi. Mm. Oui, c'est ça, je vais choisir des pierres qui correspondent à ce qu'ils peuvent coller au niveau de leur structure pour la sculpture. Mais c'est pour, voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, les pierres, elles sont vraiment enfin, toutes singulières, elles ont leur singularité, il n'y en a aucune qui est pareille, et qu'elles ont une histoire avec des nœuds, elles ont subi des torsions, des compressions, comme n'importe quel être vivant. Du coup, quand on vient la sculpter, bah, il y a des fois, il y a des changements dans la pierre, et on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber, quoi. C'est un peu comme la boîte de chocolat Ça me donne trop dans envie Forrest Gump, de quoi. venir le faire. Mais en tout cas, c'est un atelier qui est très respectueux parce que je propose la première demi-journée, c'est une initiation, elle est offerte parce que on va toujours faire un premier tour pour être sûr que l'outil, l'atelier correspond à la personne. On va pas lui faire, je proposerai jamais de rentrer dans son histoire de manière intense sans qu'elle soit prête. Donc on fait toujours un premier rendez-vous en douceur où la personne elle peut se familiariser avec l'outil et puis si elle trouve ça bien, ben, elle me rappelle et puis on engage le Oui, parce que process. je sais pas exactement comment tu le présentes ou comment c'est, mais il y a effectivement forcément cette dimension, j'ai envie de dire, thérapeutique, hein. C'est la sculpture, mais toi, tu es là avec ta présence, ton parcours, et tes connaissances, tout ça, et pour aussi pour accueillir l'émotionnel qui va se présenter là, quoi. Et les Et tout mémoires, à est-ce fait. qui s'activent, et Ouais. peut-être à voir comment ça s'accompagne ensuite avec d'autres propositions, mais c'est sculpture thérapeutique. Enfin, Oui, oui, oui. Bah, on est d'accord que tous les arts de toute façon font du bien oui. à l'âme et au cœur. Là, on est vraiment dans une intention de d'avoir un enseignant, parce que je suis enseignant de cette méthode-là, et qui est aussi là comme un maïoticien, c'est-à-dire un peu comme une sage-femme. Donc ça me change beaucoup dans le rapport du cabinet d'ostéo où bah, je fais mon rôle d'ostéo en face à face. Et là, c'est la pierre et la personne qui sculpte qui sont en face à face. Et moi, je suis sur le côté et je les accompagne dans leur dialogue. Et je suis là pour accueillir aussi, mettre un cadre sécurisant, accueillir quand il y a des émotions qui lâchent, quand il y a peut-être aussi des postures qui ne vont pas, puisque moi, avec mon métier d'ostéo, je peux voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la personne, comment elle se comporte quand elle sculpte. Et puis, voilà, tout ce packaging, ces connaissances et cette pratique au niveau de la spirale dynamique, de la vision intégrale et intégrative. C'est magnifique parce que ça nous permet d'accompagner, moi, ça me permet d'accompagner ceux qui viennent me voir avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils traversent à ce moment-là, et de pas copier-coller, comment dire, chacun est différent et à une étape différente de son évolution. On peut vraiment les accueillir avec ce qu'ils ont et ce qu'ils traversent. Et ouais. Et là, bah là, c'est ouvert à tout le monde, mais enfin, j'imagine, hein, je crois avoir vu aussi. Mais j'ai toujours aussi ce que tu as évoqué tout à l'heure, cette spécificité d'accompagner les hommes qui vont être papas ou le sont. Et là, c'est quoi? C'est pour l'instant dans des projets ou est-ce qu'il y a déjà des jalons, un format, une proposition? Ou t'en es où par rapport à cet accompagnement pour les papas? Alors, pour les papas, c'est dans mes petits carnets des projets que je vais mettre en place pour l'automne. Donc pour l'instant, j'ai lancé la sculpture sur pierre pour tout le monde. C'est surtout pour les adultes. Si bien sûr il y a des enfants, des adolescents, vous pensez que ça peut être bon pour eux, il y a des formats adaptés pour ce public-là. Vous pouvez communiquer avec moi, on échange dessus. Et puis pour le public homme, je pense que ça va venir au fur et à mesure parce que l'idée c'est déjà que j'arrive à rassembler une forme de communauté, que les hommes commencent à parler entre eux. Et puis ça pourrait être très très beau de proposer soit juste un atelier, un groupe qui soit que de papa ou d'homme avec cette thématique-là, euh, de voir comment ça peut, quelle forme ça peut prendre. Peut-être ce sera un week-end aussi, et ce serait vraiment très beau, parce que c'est bien adapté en tout cas pour travailler sur ce côté, le rapport au père, et où est-ce que... Ah, c'est sûr, hein. Et bah ouais, parce que on voit aussi qu'il y a des cercles de parole hommes de plus en plus, mais en tout cas, alors, je ne suis pas un homme, mais c'est comme si j'imagine quand même que
De dire tiens, tu viens, on va faire de la sculpture plutôt que on va dans un cercle de parole. Mais je sais pas, c'est peut-être plus accessible avec cette notion de ben, on va aussi faire quelque chose. Pas forcément Oui, parler d'ailleurs, justement. Vous n'êtes pas obligé de parler. Waouh! ouais, vraiment. Et puis on est ensemble. Ça fait du bien d'être en groupe. La sculpture, elle se fait vraiment en petits groupes. C'est exceptionnel. Là, comme c'est le lancement, j'accepte au début des groupes où il y a vraiment, je vais même sculpter parfois avec eux pour qu'ils se retrouvent pas seuls ou juste à deux à sculpter. Mais voilà, c'est un minimum normalement de trois sculpteurs ensemble. Et puis ça peut être des groupes de 6 à 8, ça dépend un peu. Hmm. Donc le côté collectif fait vraiment du bien parce que ça tient chaud au cœur. Et puis on a tout ce qu'on a évoqué plus tôt, c'est-à-dire en début de vidéo, quand j'entends l'autre s'exprimer, même si moi je suis un taiseux, ça peut faire écho avec Ouais, moi et ça peut vraiment m'aider à accélérer en fait. Parce ça qu'on sait bien, autorise, hein. ça Hmm. autorise et puis c'est rencontrer un autre mode de fonctionnement. C'est tellement un accélérateur de rencontrer euh, la variété, la différence, je sais pas si on peut dire la différence, mais voilà, les différents goûts, les différentes couleurs, le spectre de vivant, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est super de Euh, t'écouter. Puis moi qui te connais un petit peu, alors forcément, on va pas, toute ton histoire n'est pas là dévoilée, mais ça fait tellement résonance avec toi, avec ton histoire, avec cette notion aussi de ce que déjà tu as mis en mots ici, hein, de bah, peut-être cette peur d'être trop rigide ou comment maîtriser ça. Puis carrément maïeutique, c'est-à-dire la naissance. Alors oui, on a appris aussi, je sais que tu proposes ça en parallèle, des ateliers pour revivre sa naissance, passer par le corps. Donc c'est ouais, ce passage d'un bloc peut-être rigide à laisser naître, mm, mm. ouais, accoucher en tant qu'homme aussi. Belle image, effectivement. Ouais. Et puis ça fait du bien parce que voilà, on fait quelque chose de ses mains, on repart parfois avec une œuvre. Euh, voilà, c'est vraiment beau, quoi. Et ouais, Donc ça, ouais, c'est l'actualité numéro une. Et puis il y a je peux permettre de parler aussi d'un autre projet que j'ai en place bien sûr, je t'en qui prie. Écoute, je pense qu'on a encore à 5-10 minutes là, donc l'idée c'est vraiment ça. Profites-en pour déposer Ça marche. qui est Et là. c'est dans la continuité, pour moi, de, comme on disait, travail psychocorporel, c'est-à-dire à la fois on s'occupe de l'émotion, de ce qu'on pense, mais aussi on sait que voilà, on a besoin de ça passe par le corps, par nos cellules qui ont imprimé des histoires quand on a eu des stress chroniques, quand on a eu des chocs, des traumatismes physiques, ou des traumatismes émotionnels qui nous ont du coup un peu séparés en différents morceaux. C'est un peu comme si ça, on se fragmentait. Ben, l'une des manières de s'occuper de ces parts-là qui ont été des parts souffrantes et qui nous font avoir l'impression d'être parfois en hypervigilance, parfois, comme on disait, un peu rigide, un peu raide, beaucoup dans le mental. C'est un mode de fonctionnement un peu de survie. Et ben, le fait d'accueillir l'émotion, d'accueillir ce que le corps il a vécu, et ça nous permet de réconcilier les parts qui ont été en souffrance et de se les réapproprier. Et après, c'est là le cadeau, c'est qu'une fois qu'on s'est réapproprié des parts qui ont été en souffrance, euh, c'est comme si on retrouvait une part de quelque chose qu'on avait laissé depuis longtemps qui nous fait tellement plaisir, tellement bien. Et dans cette démarche-là, je fais aussi des ateliers de respiration, mais je les ai remodelés pour proposer une formule qui soit plus enveloppante, qui soit plus progressive et qui permette à ces journées, parce que c'est une journée d'immersion en respiration. Parce que là, voilà, on parle d'une respiration quand même spécifique, hein, qui est en hyperventilation. C'est des ateliers, en tout cas moi, de ce que je connais aussi. Après, ça m'intéresse comment tu les remodules. Mais oui, ça vient ouvrir l'accès à nos mémoires émotionnelles et possiblement réveiller des intensités, des profondeurs, des intensités, quoi. Donc c'est... La respiration, elle peut nous aider à accéder simplement à d'autres états de conscience, c'est-à-dire rencontrer par exemple notre masque qu'on va mettre dans le quotidien quand on a un entretien d'embauche ou quand on va au boulot, ou bien on a aussi notre ego qui est plus comment moi je me perçois au quotidien quand je suis moi avec moi, hein. Puis, il y a plein d'autres couches, on peut aller accéder à comment je suis quand je suis en collectif avec quelles sont les empreintes collectives de ma famille, de ma société. Puis là encore, c'est On la peut... parole qui est donnée au corps, hein. Pardon, je te Ouais. coupe un peu, mais ça rejoint aussi cette magie qu'il n'y a pas besoin d'en parler. C'est que ça passe par le corps.
c'est le corps qui vient nous enseigner et qui vient laisser remettre en mouvement des choses et qui ont besoin d'être mis en mouvement. Parce que c'est comme un accordage, voilà, qui va se faire automatiquement. Là, pour le coup, c'est le corps qui est notre enseignant, notre accordeur. Et donc, on peut passer par plein d'états différents de conscience qui sont là que momentanément, le temps de l'expérience, pour comme recevoir un enseignement et remettre en mouvement. Et donc pour ça, on a cet atelier d'immersion de respiration. Et comme j'en fais depuis des années et que je trouve que c'est un peu soudain comme expérience de faire une journée comme ça, et en fait, je fais un programme, un parcours pendant les 30 jours avant et même pendant 15 jours après ou pendant 30 jours avant. En fait, dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à des vidéos que j'ai tournées où il y a des petites, un peu de théorie, de la Mm. pratique sur comment remettre son corps en mouvement, puisque avec l'ostéopathie, je vous propose des ateliers pour vraiment vous réapproprier votre corps, se approprier son souffle aussi. Donc, il y a différents niveaux pour commencer à travailler sur, bah, en fait, ça me fait quoi de m'autoriser à rentrer dans ma rêverie, dans des états modifiés avec, je propose des tout petits rêves, des rêves éveillés en douceur, hein, qui sont vraiment, ça Super. permet un peu comme en sophrologie d'aller chercher des ressources. Et puis voilà, en Et puis gros, je vous fais une sorte de, d'apprivoiser la conscience modifiée petit à petit. ouais, de commencer exactement à préparer le terrain, à mettre les graines en place, c'est-à-dire qu'est-ce qui aujourd'hui est mon actualité, sur quoi j'aimerais voir les choses s'améliorer, commencer à mettre de la conscience vraiment sur ce qui pourrait arriver pendant l'atelier. Donc en fait, on se prépare le temps nécessaire. Moi, j'ai mis une moyenne de 30 jours, mais si vous arrivez, parce que c'est le 19 septembre la prochaine date à D'accord. Nantes, Bon, c'est dans le pareil, sud de hein, Nantes, on met toutes les infos en dessous, sous tout est la en vidéo. dessous. Et donc voilà, vous pouvez avoir accès à plein de vidéos. Et puis surtout, il y a un échange communautaire, c'est-à-dire si vous avez des questions, que l'expérience vous fait vivre quelque chose de particulier, vous pouvez aller vers moi, poser la question à la communauté ou juste en individuel pour qu'on puisse faire évoluer ce parcours et que ce soit approprié par rapport à ce que vous recevez comme information avec ces pratiques. Et puis ensuite, une fois que l'atelier d'une journée qui a lieu un samedi a été expérimenté, bah, pendant les 15 jours suivants, il y a aussi tout un parcours qui est plutôt un parcours d'aide à l'intégration, donc qui passe par des exercices un peu artistiques, des exercices aussi corporels, parce que c'est toi aussi quand on fait ce genre d'événement, souvent on recommande de faire un travail d'ostéopathie ou d'aller voir un énergéticien ou quelque chose qui va permettre de bien réaligner le corps au bout d'un certain nombre de semaines. Oui. Et, et je considère que du coup, on peut améliorer, moi, l'intégration en se réappropriant aussi certains étages du corps après l'atelier. Puis Donc, on en a tout bien cas, c'est vu des propositions. l'importance, effectivement, cet atelier qui ne demande pas de mots, hein. Donc la journée du samedi, proprement dit, bah voilà, il y a des matelas, j'imagine, il y a la respiration, c'est le psychocorporel. On laisse l'espace au corps, mais on nous a aussi, en tout cas, transmis et puis nous-mêmes vécu ces moments-là, l'importance de pouvoir aussi y revenir, de pouvoir nommer, ou si c'est compliqué, de pouvoir effectivement dessiner ou intégrer aussi, ne pas rester bloqué derrière, enfin dans le Mhm. silence, même si je crois que ça marche aussi, mais voilà, de pouvoir... parce que c'est vrai aussi que la respiration, je te rejoins, hein, quand on fait juste une journée et hop, c'est fini, bah, où sont partis les gens, qu'est-ce qu'ils vivent, comment ça se passe, et c'est super de pouvoir aussi y revenir, parce que en fonction aussi du fonctionnement de chacun, il y en a qui pourront dire bah j'ai loupé, enfin tu sais, c'est de pouvoir accompagner derrière, parce que c'était de toute façon la meilleure information du moment de ce qui s'est vécu durant cette respiration. Mhm. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. En tout cas, en t'en parlant, je me rends compte que ça rejoint aussi ce qu'on disait sur la pierre et mon accompagnement de plus en plus maternant. De se dire, Oui, ah oui, euh, je peux aussi proposer, mon ostéopathie est déjà beaucoup comme ça, et là, de proposer cette douceur, tu vois, d'envelopper, parce que je lis beaucoup de choses sur le traumatisme en ce moment, et, euh, et je me rends compte encore plus comme la douceur, la sécurisation est une clé pour s'autoriser à se dépasser un traumatisme, en fait. ouais. Euh, Et tu es un homme et ce n'est pas incompatible d'avoir cette dimension maternante.
justement. Bah, de toute évidence, non, c'est Mais non, possible. voilà. C'est possible. On a une part masculine, une part féminine en nous, et on peut être aussi, voilà, dans cette douceur, cet enveloppement, tout en étant, quand il faut dire non et stop, être clair là-dessus aussi, quoi. Mm. Gardant le masculin et un cadre sécurisant plus masculin. Eh ben, Donc, c'est pas waouh, très bon. j'adore. J'adore ces propositions, celles qui sont en train de naître aussi, et là, cette nouvelle approche, parce que forcément, moi aussi, hein, intérieurement, ça me fait des miroirs ou ça me fait penser à ma façon d'accompagner. Et je vois bien qu'au fur et à mesure, bah, ce sont les mêmes outils qu'on s'approprie par rapport à nos histoires personnelles et comment les mettre effectivement à notre image. Et donc, merci pour tous ces partages. C'est vrai qu'on arrive là au bout de notre échange déjà. J'ai quand même envie de juste te dire, avec les quelques minutes qui restent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aussi encore peut-être envie de partager que tu n'as pas pu nommer là ou... Bah, j'aurais voulu conclure sur un peu pour continuer à tirer le fil du trauma, de pouvoir dire, je me rends de plus en plus compte aussi, comme nous vivons dans une société, dans des collectifs, qui ont subi des traumatismes, alors à la fois individuels, mais aussi collectifs. On le sait maintenant, on sait d'autant plus avec les hashtags MeToo, on sait bien qu'il y a de nombreuses femmes qui ont été abusées. On sait aussi que les hommes qui viennent abuser, ou les femmes qui viennent abuser, parce que les femmes aussi abusent, hein, faut pas rêver, hein, c'est si présent. Et voilà, on abuse que souvent lorsqu'on a soi-même été abusé. Donc il y a toute une chaîne en cascade de, on vient reproduire un comportement. Euh, et donc chacun peut s'en informer à son rythme. En tout cas, là, on est au niveau collectif, on reçoit énormément d'informations par rapport à comme la société a été stressée, mais vraiment violemment Mm. à plein d'étages. Et donc, l'une des manières, parce qu'on pourrait se dire comment je fais pour changer ça? Oui, on Et oui, peut. parce qu'en Il y a tant des lois. qu'individu, on est branché collectif, on porte toutes ces mémoires, et en tant qu'individu, on peut aussi avancer pour le collectif. Tant mieux, mais c'est pas Oui, simple. je voulais, Ouais, je... je voulais proposer ça en fait, un peu. C'était ça l'idée, c'est de se dire, on a envie de changer de plein de manières, on a envie de pouvoir poser des lois pour protéger nos enfants ou nos conjointes, ou qu'ils soient égales, équitables. On voit bien que bah, il y a une structure qui dysfonctionne vraiment de manière systémique, c'est global. Donc là, c'est un énorme boulot et ça peut paraître écrasant, désespérant, ou même on peut juste s'observer soi-même dans une coupure, c'est-à-dire anesthésié. C'est-à-dire c'est normal, je fais comme d'habitude. Et ça aussi, on pourrait se dire c'est juste parce qu'on m'a éduqué comme ça à trouver ça normal. Bah, pas complètement. Ça peut être aussi cette coupure, ça peut être signe que bah, voilà, quelque part, je fais partie de personnes qui ont eu un traumatisme quelque part, Eh et oui, peut-être au niveau collectif. Et donc de pouvoir petit à petit s'occuper de soi, comme on disait, au sein d'un cabinet, au sein d'ateliers, au sein d'un groupe, d'un cercle de parole ou quoi que ce soit, petit à petit, on peut aller euh, sous couvert pour moi de cette fameuse sécurisation, de cette douceur qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, parce que si on est dans une société qui a été violente, et on nous le fait oublier parce qu'on nous montre beaucoup de films qui sont encore plus violents, donc on trouve ça presque normal, ce qu'on subit en tant qu'individu sur la planète. Mais en fait, se rappeler qu'en fait, on peut, avec beaucoup de douceur et du temps et de la patience et de l'amour, arriver à s'autoriser la vulnérabilité et voilà, à créer un espace pour que nos blessures soient soignées et se guérissent. mm, Et donc, c'est notre responsabilité à chacun de le faire pour soi. Et donc, je suis très content que nous proposions tous les deux des espaces pour ça. Mais il y a plein d'autres praticiens merveilleux et je vous invite tous à, à faire des petits pas vers vous dans cette direction, parce que c'est vraiment comme ça que nous allons pouvoir aider aussi la société petit à petit à se structurer autrement et puis peut-être même à trouver des idées auquel vous n'avez même pas pensé, aucun de nous n'a pensé, parce que actuellement on se dit la société elle va aller comme ci, comme ça, c'est du tout cru, je crois, les gens aux élections 2027, c'est comme ça que ça va se passer, mais finalement pour arriver à faire des gros shifts et pouvoir changer un petit peu la réalité et ce qui pourrait advenir,
ça peut se manifester comme ça quand un individu, puis deux, puis trois, font des réparations de leurs blessures, tout leur univers va changer. C'est comme une note Et de pour le musique qui change de l'orchestre, encore une fois, pour D'accord. rester sur la musique. On retrouve la Et donc, on peut musique et c'est changer vraiment d'octave ça? ensemble, en fait. Ah On pourrait pardon, changer je parlais d'octave. en même temps que toi, excuse-moi. Tu peux répéter la fin? Je disais juste, si du coup, ça pourrait être comme une image de changer d'octave d'un coup. On pourrait d'un seul coup, en réparant une blessure, changer complètement d'octave ou de note de musique, et donc voir le mouvement symphonique complètement évoluer, et alors qu'on s'y attendait pas. Donc, c'est possible à notre échelle en tant qu'individu, et ça Oui, peut être un changement de dingue juste grâce à des petits, voilà, de la patience, de la douceur, de l'amour et un engagement envers soi. Et voilà, c'est tout ce que je voulais proposer. merci. Merci beaucoup pour aussi, on va dire, cette parole, ce mot de la fin qui me donne envie de continuer. Puis je sais que je suis bavarde et qu'attention. Mais en fait, c'est plus pour dire ce que ça me fait de te dire, de t'entendre. Nous, toi et moi, nous avons expérimenté d'aller nous rencontrer nous-mêmes. Et c'est là qu'on a cette... Effectivement, je reçois cette information par l'expérience que ça impacte finalement mon environnement et c'est une bonne nouvelle. Donc, oser, j'ai envie de dire, oser franchir le pas de la rencontre avec vous-même, ce n'est pas égoïste. Certains confondent un petit peu, oui, mais si je pense à moi, c'est égoïste. Non, 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 non. Au contraire, ça vient servir euh, plus large et plus grand. Donc, bah ouais, merci Anthony aussi d'offrir ces espaces-là. Et Merci. puis je l'ai déjà dit, mais tous les liens là dans le descriptif de la vidéo seront disponibles pour aller vers toi, pour aller en découvrir un petit peu plus sur tes propositions et puis aussi les créations en cours et tout ça quoi. Ouais. Ouais, Bon, et ben écoute, merci pour ce moment d'échange et puis plein de bonnes choses. merci beaucoup, Claudia. C'était superbe de pouvoir discuter ensemble bah, voilà, du vivant. Donc, Ouais. merci. À très bientôt. Ouais, à très bientôt Anthony.